C'est un plaisir de vous retrouver fidèles à ce rendez-vous de l'actualité sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommet, une délégation belge est en visite dans la commune de Koma. Les invités du maire Bernard Kofi Adan-Rokpe sont de plus captivés par le charme de la commune. Le passage à Gogo-Tekpon illustre bien cette admiration. Le Bénin se dote bientôt d'un guide pour la production du pain. Le gouvernement a annoncé la conduite d'une étude en vue de réformer le secteur de la boulangerie. L'exécutif va renforcer les instruments juridiques existants, les normes sanitaires de qualité et de sécurité alimentaire. Au cœur de l'actualité internationale, Annalena Baerbock a été élue ce lundi présidente de l'Assemblée générale des Nations unies. L'ex-ministre des Affaires étrangères d'Allemagne va diriger le prochain sommet des États membres de l'organisation à partir de septembre. À nouveau, bonsoir. La commune de Koma et la ville d'Ouskamp continuent d'écrire les plus belles pages de leur amitié. Arrivés à Koma dans le cadre d'une visite de coopération, les hôtes du maire Bernard Kofi Adan-Rokpe sont de plus en plus émerveillés par le charme que dégage sa commune. En témoigne leur descente faite à Gogo-Tekpon où ils ont été fascinés par le beau paysage et les merveilles du lac Aimé. Une visite qui fait suite à celle effectuée à la Maison des artisans de Koma, au stade municipal, au centre des jeunes et au centre culturel Fabrique. Raphaël Sourin et Innocent Zokbon pour le reportage. C'est dans cette ambiance que les artisans de la commune de Koma ont accueilli ce mercredi 28 mai 2025 la délégation belge. Dans ce centre, un dynamisme artisanal est en marche. En témoigne la panoplie d'œuvres d'art exposées et qui constitue l'attraction. Ravis de la descente des partenaires, ces artisans ont émis le vœu que cette amitié entre la ville de Koma et Ouskamp se pérennise. La mairie d'Ouskamp est venue à nous. Ça voudra dire qu'entre Ouskamp et Koma, c'est un trait d'union comme l'avait dit mon frère. Alors, nous souhaitons que cette dynamique continue afin que demain, nous léguons à notre future génération une organisation digne de son nom. Aussi, voudrais dire, si la mairie de Koma, en partenariat bien sûr avec celle d'Ouskamp, peuvent se mettre ensemble pour laisser une trace indélébile sur ce site, ça ferait beaucoup plaisir et les générations futures sauront que effectivement leurs doyens en ont fait beaucoup. Au stade municipal de Koma, ils se sont rendus aux côtés des filles qui s'apprêtaient à disputer un match de football féminin. C'est la deuxième fois que nous les recevons ici au Bénin, à Koma particulièrement. Nous avons décidé de mener ensemble des projets de développement au profit de la population, notamment la jeunesse, dans le secteur de l'agriculture, les personnes de troisième âge, la gouvernance locale. Dans le domaine de l'agriculture, nous partageons des pratiques où nous pouvons avoir des transferts de compétences, des renforcements de capacités de par ce qu'eux font là-bas. En matière de technologie, ils ont une avance sur nous et donc c'est l'occasion pour nos producteurs, nos agriculteurs de pouvoir faire des échanges d'expériences pour pouvoir améliorer leur production. À Gogo-Tekpon, l'expérience empreinte de satisfaction et de plaisir est d'abord marquée par une promenade en barque sur les eaux calmes du lac Aimé. Nous sommes sur le lac Aimé. Ici, il n'y a pas des animaux sauvages ici. Peut-être des serpents. Non, non, mais nous avons des, comment on appelle, les varans. Les varans? Oui, oui. Une baignade s'en est suivie pour détendre l'atmosphère. C'est Patrick et je m'amuse 100%. Ici c'est du Clark.
Non, c'est Hannes ici. Et je m'amuse énormément à Google Ping Pong. Oh, c'est parfait ici. C'est paradis. Le centre des jeunes de Comé et le centre culturel Fabrique sont également sillonnés. Ils ont clôturé la journée au crépuscule autour d'un jeu de pétanque. Je vous l'annonçais dans les titres, une nouvelle réforme va bientôt transformer le secteur de la boulangerie au Bénin. Le gouvernement béninois a validé le lancement d'une étude qui vise à renforcer les cadres juridiques et améliorer les normes sanitaires. Objectif garanti, une qualité et une sécurité alimentaire renforcées pour tous. Suivons le reportage. Face au constat préoccupant relevé lors d'un état des lieux du secteur de la boulangerie, le gouvernement vient d'engager une nouvelle réforme. Celle-ci vise la modernisation du processus de fabrication du pain en vue de garantir une meilleure qualité du produit. Selon le Conseil des ministres du mercredi 21 mai 2025, un état des lieux du secteur a révélé plusieurs failles majeures. Vétusté des installations, pratiques artisanales non encadrées, non-respect des normes sanitaires et absence de mécanismes pour la fixation des prix. Ces insuffisances nuisent à la qualité du pain produit et mettent en péril la sécurité alimentaire des consommateurs. Cette initiative est donc la bienvenue selon Emmanuel Metton. Donc nous sommes heureux de constater que le gouvernement a enfin compris le bien fondé de notre lutte, de notre dénonciation. Cela va changer beaucoup de choses dans la mesure où le pain que nous mangeons depuis des décennies, j'allais dire, répond à un certain nombre de critères et ces critères ne sont pas souvent respectés par les patrons, les promoteurs de boulangerie. Donc ce qui va changer fondamentalement, nous n'aurons plus le pain qui manque d'assez d'éléments qui est conseillé pour la santé du consommateur. Nous n'allons plus voir le pain dont le grammage pose problème et ne répond pas à cet arrêté. Nous n'allons plus voir des pains qui sont transportés et exposés dans de mauvaises conditions. Donc nous allons voir beaucoup de choses si le gouvernement reste fidèle à ce qu'il veut faire en jetant son regard sur ce secteur. Je voudrais inviter le gouvernement à faire en sorte pour que l'étude prenne en compte tous les compartiments et tous les volets. Faudrait pas que, à la suite de cette étude et des dispositions ou décisions qui seront prises, que nous soyons encore là à dénoncer encore les faits que nous constatons. Est-ce que tous les jours, nous consommons du pain? On en raffole, c'est pratiquement devenu un aliment quotidien et bientôt nous allons dépasser les Turcs qui consomment abondamment du pain. Donc c'est demander à ces promoteurs-là de faire en sorte pour que les décisions du gouvernement soient respectées, qu'on ne trouve plus dans le pain mis à la consommation, à la disposition du consommateur, les pains produits dans des conditions où les lieux sont malpropres. Tout ce qui est injecté dedans ne rentre pas en ligne de compte avec ce qui doit être fait. Il y a ces aspects-là. Le transport, l'exposition, la production, je voudrais que ces promoteurs-là évitent pour ne pas tomber encore sous le coup de la loi parce que là, avec ce qui se passe sur le terrain, on ne peut pas imaginer qu'on nous dise qu'on produit le pain avec de la gymnastique. Ce que nous consommons, on ne peut pas produire ça avec de la gymnastique. Il y a déjà un problème à ce niveau. Je voudrais dire aux consommateurs que tout ce qu'ils voient exposé à la poussière, aux intempéries, de s'en méfier. Parce que lorsque vous tombez malade, c'est d'abord vous qui allez dépenser et c'est après que vous allez commencer à crier gouvernement viens à notre secours parce que c'est vous qui souffrez, c'est vous qui allez souffrir du fait de la consommation de ces pains-là qui ne répondent pas souvent aux normes. Donc, méfiez-vous des pains exposés aux intempéries, au crachat, à toutes sortes de poussières qui pilulent dans les mains de nos bords d'âme et autres qu'on laisse à la disposition, à la merci des mouches et autres. Méfiez-vous de ces pains et que votre
aliment soit votre médicament. Au regard des mesures prises par le ministère de l'Industrie et du Commerce pour améliorer la qualité du pain, il est impérieux qu'un suivi rigoureux soit fait. Cela y va du bien-être de la population. Dans un tout autre registre, à présent, le nom est bien plus qu'un simple mot inscrit sur un acte de naissance. Il est souvent le premier marqueur d'identité d'un individu, une porte d'entrée dans la société. Derrière chaque prénom se cachent des influences sociales, culturelles, religieuses. Quels sont les noms qu'il faut donner aux enfants? Voici quelques citoyens rencontrés ont répondu. Suivons-les. Un nom est une vie, une vision pour l'être humain qu'une femme et un homme a mis au monde. Par le nom, l'enfant peut devenir grand. Le nom aussi, c'est un esprit qui fait avancer l'individu compte tenu du côté spirituel du nom. Quand nous portons des noms, ce n'est pas simplement qu'on m'appelle El Pidio pour le nom. Ça a une vision, un sens qui m'oriente tout au long de la vie. Je donne un exemple. Moi, on m'appelle El Pidio Paulin, mon prénom. Mais ce n'est pas Paulin que les Français disent là. Mon nom, c'est Paul 1. C'est P2L. O-L-O-N. C'est-à-dire c'est un nom allemand que les Français ont transformé Paulin. C'est le pôle nord. C'est pour s'orienter. Mon nom me permet de m'orienter. À réfléchir pour aller de l'avant. Et le matin, quand moi je me réveille, j'invoque mon âme, mon esprit à travers mon nom, pour ne pas dire mon subconscient. On t'appelle peut-être Ndéwé, ou bien Berton Maillon. Quand on dit Berton Maillon, c'est toi-même qui fera que l'homme ne serait pas bon. Toi-même, tu vas démontrer que Berton Maillon, à travers tes actes, qui te donne raison que Berton Maillon. Donc, le nom pourrait avoir un impact effectivement sur son porteur. Les mauvais noms a des répercussions négatives sur toute vie humaine. Comme aussi, si je vais prendre la voie de la philosophie, sur l'animal aussi. Pourquoi les hommes aiment élever dans leur parc privé, ceux qui ont de l'argent, la biche, l'antilope, et la pindade, et le pan, etc., etc. C'est parce que ces noms sont des noms de bonheur, de douceur. Et pourquoi les gens n'élèvent pas dans leur maison le lion en plein air? Ils savent qu'il y a le danger là. Donc, l'individu que je suis, avant de donner un nom à un enfant de la famille Anani Ayou, je dois réfléchir et concerter les sages, les grands frères et autres. Pourquoi dans notre culture béninoise, les familles, pour sortir un enfant et lui donner un nom, c'est toute la famille qui s'assoit la veille d'abord et prépare des réunions pour savoir quel nom faudrait-il donner à ce nouveau venu dans la famille. C'est parce que les parents savent que donner un mauvais nom, toute la vie de l'enfant serait du catastrophe. Dans notre culture endogène, c'est ça en fait. Un nom n'a jamais donné au hasard. Ça donne le nom, c'est que des noms portent des actes du moment en fait. Nous, Africains en général et Béninois en particulier, nous sommes tellement aveuglés par l'ignorance que les Français nous ont inculqué et nous rejetons tout ce qui est positif dans la culture africaine. Et c'est cela qui nous a arriérés jusqu'ici. Nous ne sommes plus nous-mêmes. Nous sommes la copie de l'Occident. Et comment est-ce que vous pouvez vous développer avec la langue de quelqu'un d'autre? C'est idiot. Nous ne devons pas nous développer avec les noms français. Je refuse. En interactualité, en République démocratique du Congo, le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda a exécuté sommairement au moins 21 civils dans l'est de la RDC les 22 et 23 février 2025, a déclaré
Human Rights Watch ce jour. Le M23 occupe Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, depuis le 27 janvier. Le reportage. Depuis qu'ils contrôlent Goma, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda pillent les commerces et exécutent des citoyens congolais à l'abri des regards. C'est ce que dénonce le nouveau rapport de l'ONG Human Rights Watch. Ces crimes de guerre sont commis quasi quotidiennement. Les 22 et 23 février dernier, l'ONG a enregistré au moins 21 morts, tous des civils, mais les chiffres pourraient être bien plus élevés. Les rebelles se seraient rendus dans le quartier de Kasika et auraient saisi 25 personnes. Ils auraient ensuite exécuté 7 d'entre eux près du camp de Katindo. 11 autres corps ont été retrouvés sur un chantier de construction situé à moins de 100 mètres du camp. De plus, plusieurs autres massacres ont été documentés, notamment près d'un terrain où les rebelles avaient rassemblé une vingtaine de jeunes. Au moins 3 personnes ayant tenté de s'enfuir ont été abattues. Selon Human Rights Watch, 3 professionnels de santé ont déclaré avoir récupéré plus de 50 corps dans le quartier de Kasika les 22 et 23 février dernier. Depuis le 27 janvier, ces massacres délibérés ont instauré un climat de peur à Goma. Au Soudan, le Premier ministre Kamel Idriss a dissous le gouvernement intérimaire ce dimanche et a ordonné aux chargés des affaires des différents ministères de s'occuper des affaires courantes. Kamel Idriss a été nommé à son poste il y a tout juste 2 semaines par le chef de l'armée, le général Al-Burhan, ancien haut fonctionnaire de l'ONU. Sa nomination divise au sein de la classe politique et de l'armée. Suivant. Le Soudan attend un nouveau gouvernement alors que l'ancienne équipe a été dissoute par le nouveau Premier ministre Kamel Idriss. Aucune date n'a été communiquée pour la formation de la nouvelle équipe. Le Premier ministre nommé par le général Burhan a néanmoins dévoilé ses priorités, la stabilité, la sécurité et la reconstruction du Soudan. Le jeu en vaut la chandelle alors que le pays est en proie à une guerre depuis avril 2023. Outre son bilan humain, plus de 20 000 morts et des millions de déplacés selon l'ONU, le conflit n'a pas épargné les infrastructures. La guerre oppose l'armée aux forces de soutien rapide qui ont annoncé la formation d'un gouvernement parallèle. Plus de 2 millions de musulmans ont convergé vers la Mecque pour accomplir le grand pèlerinage annuel, les autorités promettant un Hajj plus sûr grâce à des mesures de lutte contre la chaleur. Les températures devraient dépasser les 40 degrés cette semaine alors que débute officiellement ce mercredi l'un des plus grands rassemblements religieux au monde. Le reportage. Chaque année, des millions de musulmans du monde entier affluent vers la Mecque en Arabie Saoudite pour accomplir leur Hajj. Une obligation spirituelle unique pour ceux qui en ont les moyens physiques et financiers. Ce pèlerinage de 5 jours est aussi éprouvant qu'intense, mais malgré la fatigue, c'est une expérience transformante pour les pèlerins. C'est la première fois que je fais le Hajj. Si Dieu le veut, il permettra que tout se passe bien. Il le fera pour moi. Nous avons accompli les rituels et nous espérons que le Hajj sera accompli par tous ceux qui le souhaitent, si Dieu le veut. Ma première prière, si Dieu le veut, sera pour les habitants de Gaza et du Soudan, que notre Seigneur épargne l'effusion de sang dans tous les pays arabes. Pour accueillir les millions de pèlerins attendus cette année, l'Arabie Saoudite a renforcé ses capacités médicales, installé des zones d'ombre et mobilisé des drones afin de surveiller les mouvements et livrer des médicaments en urgence. Lors de pourparlers à Istanbul sous médiation turque, Moscou et Kiev ont convenu d'échanger le prisonnier de guerre blessé ou jeune, ainsi que des milliers de dépouilles de soldats. Des négociations qui n'ont toutefois pas permis d'arranger un cessez-le-feu, la Russie rejetant toute trêve inconditionnelle. Suivant. Deuxième série de pourparlers de paix directe entre les délégations de la Russie et de l'Ukraine lundi en Turquie. Une rencontre sans avancée majeure, excepté notamment l'échange des soldats tués au front.
Nous remettrons unilatéralement à la partie ukrainienne 6000 corps congelés de soldats et d'officiers ukrainiens décédés. Ils étaient entreposés chez nous. Nous avons identifié tout ce que nous pouvions. Les deux délégations ont aussi décidé de mettre en place une commission chargée d'échanger les troupes gravement blessées. Tous les blessés et malades graves seront échangés selon le principe du tous pour tous. C'est un geste humanitaire de notre part. À propos du cessez-le-feu, la Russie a demandé à l'Ukraine qu'elle retire ses troupes des 4 régions du pays, dont Moscou revendique l'annexion. Visage de la diplomatie allemande ces 4 dernières années, Annalena Baerbock a quitté le gouvernement à la suite des législatives anticipées de février dernier. Ce lundi, c'est une nouvelle page de sa carrière diplomatique qui s'ouvre avec son élection à la tête de l'Assemblée générale de l'ONU. C'est après moi. L'ancienne ministre allemande des Affaires étrangères a été élue présidente de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Lundi, Annalena Baerbock a recueilli 167 voix sur 188 lors du vote où 14 États membres se sont abstenus. La diplomate de 44 ans prendra ses fonctions en septembre prochain, succédant au Camerounais Philmon Yang. Il est tout à fait approprié qu'en cette 80e année de l'Assemblée générale, le leadership revienne à une personne dont la carrière a été définie par un engagement inébranlable en faveur du multilatéralisme. Madame Baerbock a été ministre fédérale des Affaires étrangères de l'Allemagne pendant l'une des périodes les plus turbulentes de l'histoire récente. Son expérience à la tête de la diplomatie dans un contexte d'incertitude mondiale sera très utile à l'Assemblée. Annalena Baerbock présidera la 80e Assemblée des Nations unies dans un contexte bien particulier. Aujourd'hui, nous vivons une période difficile. Nous marchons sur le fil de l'incertitude. La naissance des Nations unies, il y a 80 ans, nous rappelle que nous avons déjà vécu des périodes difficiles et qu'il nous appartient de relever ces défis. La présidente a été désignée cette fois par bulletin secret, contrairement au vote par acclamation des autres années. Et c'est tout pour cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.